Alors, on va commencer la première leçon du septième chapitre, donc un nouveau chapitre. On va parler de la visualisation de données avec, bien sûr, les deux bibliothèques, Matplotlib et Seaborn. Alors, dans le sommaire, on va voir une introduction. Ensuite, on va parler de la bibliothèque. On va commencer avec la bibliothèque Matplotlib. On va parler de son installation et ensuite on va parler de son architecture, l'architecture de la bibliothèque Matplotlib. Alors, l'introduction. Les chapitres précédents ont abordé les bibliothèques Python responsables du traitement des données. Donc, ce chapitre aborde la bibliothèque dédiée à la visualisation. Donc, vous découvrirez d'abord la bibliothèque Matplotlib, ensuite la bibliothèque Seaborn. Bon, cette bibliothèque, elle va étendre Matplotlib à la représentation d'éléments graphiques statistiques, plus étriants et complexes, avec beaucoup moins de code. Voilà, c'est ça l'intérêt. Alors, la visualisation des données est souvent sous-estimée en analyse de données, mais elle est un facteur essentiel car une représentation incorrecte ou inefficace des données peut compromettre une analyse pourtant excellente. Alors, la bibliothèque Matplotlib. Donc, c'est une bibliothèque Python. Elle est spécialement conçue pour afficher des graphiques bidimensionnels, ça veut dire 2D ou 3D. Hein. Euh, Elle est utilisée beaucoup dans le secteur scientifique, le milieu scientifique. Donc, parmi les nombreuses fonctionnalités qui font de cet outil un outil vraiment utilisé, c'est tout simplement la simplicité d'utilisation, le développement progressif, ça veut dire quoi? Donc, commence par une vue simple, ensuite l'utilisateur va afficher plus de détails. Donc, et visualisation interactive des données. Donc, elle permet d'interagir avec les données. Expression et texte en latex. Donc, latex, c'est quoi? C'est un langage et un système de composition de documents de haute qualité, surtout dans les domaines scientifiques et techniques. Donc, il nous permet de se concentrer sur le contenu, le texte, donc pour la représentation. Donc, il va prendre ça en charge pour le design. Le contraire de Word, par exemple, Word, il est destiné pour le texte et la mise en forme. Donc, la mise en forme, on va s'occuper de la mise en forme également. Alors que la texte, non, il va vous laisser concentrer sur le contenu. Donc, contrôle accru des éléments graphiques et exportation vers de nombreux formats, tels que par exemple PNG, PDF, SVG et EPS. Donc, MATLAB est débutant. Donc, Matplotlib a été conçu pour imiter MATLAB. Donc, MATLAB, c'est quoi? C'est un logiciel, donc c'est un langage de programmation. Il est composé des deux mots matrix et laboratory. Donc, c'est un langage haut niveau, donc environnement interactif, calcul numérique, visualisation des données. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, sa syntaxe et ses graphiques est un excellent choix pour les débutants et visualisation de données. Donc, je parle de Matplotlib. Matplotlib. Ça, c'est un exemple de MATLAB. Hein. Donc, il permet de faire, par exemple, le calcul numérique et l'affichage des résultats dans un graphique visuel. Alors, Matplotlib, il est interactif. Ça veut dire quoi? Donc, il offre une approche interactive, ce qui est idéal pour les environnements de programmation interactifs comme Jupyter Notebook, celui qu'on est en train d'utiliser. Donc, avantage de LaTeX, bien sûr, il utilise LaTeX pour l'affichage des expressions mathématiques et des symboles scientifiques, ce qui permet à Matplotlib de produire des graphiques avec des formules. Donc, interagir, plutôt intégrale, sommation, dérivée, d'une grande clarté. Donc, ça c'est un exemple de latex. Donc, ça c'est un latex. Donc, ça permet de structurer la mise en forme. Donc, vous voyez qu'il a des mots réservés à utiliser pour structurer notre document. Ça c'est le texte. Et ça c'est par exemple la formule mathématique. Ça c'est la partie la plus importante. Ça c'est ce qui nous concerne par exemple avec Matplotlib. Donc, il utilise cette syntaxe de latex. Donc, cette syntaxe, elle va donner cette formule mathématique. Voilà. Très bien. Donc, maîtrise complète. Donc, avec Matplotlib, offre un contrôle total sur l'affichage des graphiques. Et les sous-éléments. On va voir ça après dans l'architecture en exploitant la puissance du langage de programmation.
La possibilité de programmer la représentation graphique permet de gérer la reproductibilité et de la représentation des données dans plusieurs environnements, notamment lors de modifications mise à jour des données. Alors, plus de fonctionnalités. Matplotlib étant une bibliothèque Python, donc elle permet d'exploiter tout le potentiel des autres bibliothèques disponibles. Voilà. Donc il va utiliser la puissance des autres bibliothèques disponibles pour tout développeur utilisant ce langage. Donc en effet, pour l'analyse des données, Matplotlib fonctionne généralement avec un ensemble d'autres bibliothèques telles que NumPy ou Panda, mais de nombreuses autres bibliothèques peuvent être intégrées sans problème. Donc voilà, puisque c'est un langage de programmation, et donc il peut s'interfacer avec d'autres bibliothèques pour exploiter leur puissance et leurs fonctions prédéfinies. Ainsi que, donc, on trouve l'exportation multiformat. Donc, bien sûr, il permet d'exporter donc les représentations graphiques vers d'autres formats tels que, par exemple, les PNG ou SVG, ou utiliser d'autres applications, documentation, pages web, etc. Alors, l'installation. Donc, puisque l'installation il n'est pas prédéfinie, bien sûr, donc soit vous avez un environnement Anaconda dans lequel normalement vous allez trouver votre installation, il est déjà préinstallé. Sinon, si vous n'avez pas Anaconda, donc vous allez, bon, dans Anaconda, vous allez dans l'environnement, hein, vous allez cliquer sur environnement, choisir votre environnement, vous allez taper le nom de Matplotlib. Normalement, si vous sélectionnez ici installed, ça veut dire les bibliothèques installées, donc il va s'afficher, ça veut dire qu'il est déjà installé. Sinon, vous allez taper le nom, il va vous afficher les bibliothèques à installer. Ensuite, vous allez cliquer sur les bibliothèques et appuyer sur le bouton Appli. Sinon, dans l'interface, la ligne de commande d'Anaconda, donc vous allez taper cette commande, conda install matplotlib. Et si vous n'avez pas l'environnement Anaconda, donc vous allez dans un invité de commande et taper bien sûr utiliser le gestionnaire PyPy. Donc vous allez taper la commande pip install matplotlib. Bon, bien sûr, vous allez suivre l'installation. Normalement, il va vous demander, il va sélectionner tous les packages indépendants, les outils indépendants. Ensuite, il va vous demander de soit taper yes, Y pour yes ou N pour no, afin d'installer ou non la bibliothèque Matplotlib. Donc maintenant, on va parler de l'architecture de Matplotlib. Donc, il est constitué de 3 couches. Où chaque couche, elle communique avec l'autre, dans un seul sens. Donc impossible que cette couche supérieure communique, plutôt impossible que cette couche backend communique avec Artist. Donc la communication va du haut en bas, unidirectionnelle. Alors, chaque couche a un rôle bien distinct des autres. Ok? Donc, chaque couche, elle fournit tous les outils nécessaires à la gestion des. Par exemple, on a le scripting, il va s'intéresser il va utiliser une bibliothèque, donc un module. Ce module qu'on doit installer, donc s'il n'est pas présent. Normalement, il vient déjà préinstallé avec Matplotlib. Donc l'une des tâches clés de Matplotlib est de fournir un ensemble de fonctions et d'outils permettant la représentation et la manipulation d'une figure. La figure, c'est l'objet principal. Hein. Dans la figure, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, on va ajouter tous les objets internes qui la composent. Cependant, Matplotlib ne se limite pas au graphique. Il fournit également tous les outils nécessaires à la gestion des événements et à l'animation des graphiques. Grâce à ces fonctionnalités supplémentaires, Matplotlib peut produire des graphiques interactifs basés sur les événements déclenchés par l'appui sur une touche du clavier ou le mouvement de la souris. Donc voilà l'interactivité qui va offrir Matplotlib. L'architecture de Matplotlib est structurée logiquement en 3 couches, placées à 3 niveaux différents. Donc la communication est unidirectionnelle. Ok? Chaque couche peut communiquer avec la couche sous-jacente, tandis que les couches inférieures ne peuvent pas communiquer avec les couches supérieures. La première couche, elle s'appelle scripting, la deuxième c'est artist et la troisième c'est backend. Alors la couche backend, c'est la dernière couche. Ça, c'est une couche de bas niveau. Ok? Ça veut dire qu'elle va s'occuper de l'interface avec les fichiers sur disque dur ou l'écran.
Donc la couche back-end est la plus basse et gère les tâches les plus lourdes. Cette interface entre l'artiste et le support de sortie, écran, fichier, etc. Donc c'est elle qui va faire l'interface entre artiste et, par exemple, l'affichage du graphique sur l'écran ou dans un fichier, sauvegardé dans un fichier. Elle se compose de trois classes principales. Donc on a la première classe qui est figure Canva, le Canva sur lequel le graphique est dessiné. Ok. Render, c'est le pinceau qui dessine sur le Canva en convertissant les objets artistes de la couche supérieure en pixels ou en commande de format vectoriel lorsqu'on sauvegarde. Et Event Handling, ça c'est notre classe de la couche backend. Elle gère les interactions de l'utilisateur comme les clics de souris ou les pressions de touche. Voilà. Donc tout ce qui est interface avec le matériel, voilà, c'est cette couche qui va prendre en charge ce rôle. Ensuite vient la couche artiste, c'est l'intermédiaire, c'est la deuxième. Donc la touche intermédiaire et la couche artiste. Tous les éléments qui composent un graphique, tel que par exemple les titres des graphiques, les libellés des axes, les marqueurs, etc., sont des instances de l'objet artiste. Donc, sont des objets de l'instance artiste. Donc, ça, c'est la programmation orientée objet. Donc, ça, c'est comme si la classe principale. Ensuite, on va créer des objets qui vont hériter donc, les méthodes et tout ce qui concerne les propriétés de la classe principale qui est artiste. OK? Donc chacune de ces instances joue un rôle au sein d'une structure hiérarchique comme illustré à la figure. Par exemple, cette figure, on a par exemple le 1, c'est figure, donc figure c'est tout ça. Ok. Elle va contenir tous les éléments, ok, tous les objets comme par exemple les axes, les axes, ça veut dire le, le- 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 le graphique, le texte, 3, le texte, tout ce qui est question texte, voilà, le texte. On a également 4, c'est le texte. Le 5, c'est l'axe des, des Y, donc axe des ordonnées. Euh, et Y, X, c'est l'axe des abscisses. J'ai oublié le mot. Donc X, c'est l'axe des abscisses. Le 6, on a le 7, c'est le graphe lui-même, en 2D par exemple. Il y a également YTX et Y-label. Bon, YTX, c'est la graduation, ok? Et Y-label, c'est le label, ça veut dire le chiffre qui compose le TX. On a le titre de Y, etc. Donc chaque élément, ça c'est une figure qui représente chaque élément d'un graphique correspondant à une instance d'un artiste structuré dans une hiérarchie. Voilà la hiérarchie. Donc la figure, c'est l'objet principal qui va contenir tout le reste. Ok. Donc il existe deux classes artistes, primitifs et composites. Les primitifs artistes sont les objets individuels. Voilà, les objets individuels. Voilà, par exemple l'axe, texte, YTX, label, line. Donc voilà, ça sont les primitifs artistes. De base d'une représentation graphique dans un tracé. Par exemple, une ligne 2D, une figure géométrique comme un rectangle, un cercle ou même du texte. On a les composites artistes, donc sortent des éléments graphiques composés de plusieurs, bien sûr, éléments de base, à savoir les primitifs artistes. C'est ça. Donc tout ça, on appelle tout ça un composite artiste. Et chaque objet individuel, c'est un primitif artiste. Voilà. Donc par exemple, on trouve dans les composites artistes les axes. Donc les axes, c'est Y ou X. Les tics, ça veut dire la graduation. La graduation ou les petites marques de graduation sur qui jalonnent les axes. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et les axes, bien sûr, X et Y. Et les figures, chaque figure. Voilà, tout ça. Donc, en général, à ce niveau, vous serez souvent amené à utiliser des objets de la hiérarchie supérieure tels que les figures, axes et axis. Ok. Voilà. Figure, axe et axis.
Il est donc important de bien comprendre ce que sont ces objets et leur rôle dans la représentation graphique. Parce que, en général, on va les utiliser pour afficher nos résultats dans un graphique. Ok? Donc il faut comprendre ce que c'est ces trois composantes supérieures dans la hiérarchie. Donc la figure, l'axe et les axes. Voilà. La figure suivante donc, présente les trois principaux objets artistes, donc composite artiste. Donc généralement utilisé dans toutes les implémentations réalisées à ce niveau. Donc il faut comprendre tout ça. Donc on a bien sûr la figure, c'est tout ça. C'est l'espace dans lequel on va ajouter les objets artistes. Donc on a la figure, ensuite on a axe, donc c'est tout ça, axe. Donc une figure peut contenir plusieurs axes. Ensuite les axes, bien sûr, c'est le X et le Y. Ok. Alors, une figure et l'objet, donc la figure, ça c'est en rouge, c'est quoi? Une figure donc est l'objet de niveau le plus élevé dans la hiérarchie. Elle correspond à la représentation graphique complète et peut généralement contenir plusieurs, bien sûr, axes. Voilà. Là, on a un seul axe, un seul objet axe, ok? Il peut contenir plusieurs objets axes, donc plusieurs graphiques. Les axes maintenant, les axes c'est en vert c'est quoi? Désigne généralement un tracé ou un graphique. Voilà. Il désigne un tracé ou un graphique avec les axes, les étiquettes, les libellés, etc. Chaque objet axe appartient à une seule figure. Voilà. Et est caractérisé par deux axes d'artiste. Trois dans le cas tridimensionnel bien sûr. Ok. D'autres objets tels que les titres, les étiquettes, X et Y appartiennent à cette composite artiste. Donc l'axe peut contenir des étiquettes, du texte et des graphiques avec les axes, leurs axes. Ok. Donc un axe est toujours relié à une seule figure, mais une figure peut contenir plusieurs axes. Ok. Alors les objets axes maintenant, axes c'est les X et Y, il contient quoi? Il contient bien sûr les graduations, les tics, il contient également les labels et le texte de chaque tics et le titre de l'axe. Donc les objets axes qui prennent en compte les valeurs numériques à représenter sur les axes, définissent les limites et génèrent les tics, donc les graduations, les marques sur les axes, et les étiquettes des tics ou graduations, le texte de chaque graduation. Comme ici, 0, 1, 2, 3, Y c'est 0, 1, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 1, etc. La position de la graduation est ajustée par un objet appelé localisateur ou locator. Ok. Ça, c'est pour la graduation. Tandis que l'étiquette de formatage est contrôlée par un objet appelé formateur ou formator en anglais. Ok. Donc tout ça, on doit maîtriser ça. On va comprendre tout ça pour ensuite bien utiliser ces objets afin d'afficher nos résultats dans un graphique qui est bien organisé et bien clair. La couche maintenant script, c'est la première couche. Donc la couche script, c'est elle qui va déclencher tout ça. La création des objets et l'affichage sur l'écran. Donc c'est pour cette raison, elle va utiliser un module qui est PyPlot ou un autre module, on peut l'utiliser PyPlab également. Ok. Donc c'est la couche la plus haute et la plus facile à utiliser. Elle est conçue pour imiter l'interface de MATLAB, ce qui la rend idéale pour une exploration rapide des données et la création de graphiques simples. Donc cette couche est constituée d'une interface appelée PyPlot. Elle génère implicitement la création des figures et des axes, ok? Donc des figures et des axes en vert, donc la figure en rouge et là les axes en vert, ok? Les figures et des axes. Lorsque vous utilisez les fonctions comme par exemple la fonction plt.plot. Bon, plt c'est lorsqu'on importe pyplot, on va l'importer et on va lui donner par exemple un alias plt comme par exemple avec Panda. Panda on utilise import panda as pd ou import numpy as np. Donc lorsqu'on l'importe en général, donc ça c'est une convention, donc tous les programmeurs, ils ont choisi d'utiliser comme alias de pyplot plt, ok, comme pour numpy np et panda pd.
Ok? Donc pour PyPlot, lorsqu'on importe ce module, on va écrire import hein, PyPlot as PLT. Ok? Donc bien sûr, il y a le module principal, ensuite point PyPlot, ensuite as PLT. On va voir ça après. Donc cette couche est constituée d'une interface appelée PyPlot. Elle gère donc implicitement la création des figures et des axes. Lorsque vous utilisez des fonctions comme plot, donc pyplot.plot ou pyplot.title, PyPlot agit sur la figure et les axes courants sans que vous ayez à les manipuler directement. Voilà. Donc au lieu de manipuler directement les objets artistes, donc on va faire appel à le module PyPlot que lui il va s'intéresser, va appliquer ce qu'on cherche à faire sur les objets artistes. Alors, on a deux modules. On a PyLab et PyPlot. Ok? Donc, on parle généralement de PyLab et de PyPlot. Mais quelle est la différence entre ces deux packages? PyLab est tout simplement un module installé avec Matplotlib. Donc, lorsque vous installez Matplotlib, par défaut, PyLab s'installe avec lui. Tandis que PyPlot est un module interne à PyPlotlib. Donc il existe dès qu'on installe, donc il existe déjà dans Matplotlib. On trouve souvent des références à l'une ou à l'autre approche. Donc on écrit par exemple import PyLab import, donc from PyLab import étoile, donc on va importer tous les modules de PyLab. Et on peut écrire également, lorsqu'on code, import matplotlib.pyplot as PLT. Voilà. Je parlais avant, je parlais de PLT, c'est ça l'alias de PyPlot. Donc il faut écrire matplotlib.pyplot parce qu'il est déjà présent en lui. Donc il est intégré à matplotlib as PLT. Ensuite, on va importer NumPy as LP parce qu'on l'utilise dans notre cas. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Alors, par défaut, PyLab, il contient les deux bibliothèques. Donc, sans faire appel à ces deux bibliothèques, donc on va, au lieu de, par exemple, utiliser le préfixe, hein, par exemple, pour créer une structure NumPy, je dois écrire np.array, etc. Donc, au lieu de cela, je vais écrire directement array. Pourquoi? Parce que dans le cas où j'importe PyLab, donc je ne suis pas obligé d'écrire np.array. J'écris directement array. Ou au lieu d'écrire plt.plot pour l'affichage du graphique, donc j'écris directement, ou la manipulation des objets artistes, j'écris directement plot et ensuite x, y. Donc PyLab combine les fonctionnalités de PyPlot et celles de NumPy dans un seul espace de nom. Donc il n'est donc pas nécessaire d'importer NumPy séparément. De plus, si vous importez PyLab, les fonctions PyPlot et NumPy peuvent être appelées directement sans référence, référence à un module. Donc l'espace de nom. Donc ce qui rend l'environnement plus proche de MATLAB. Exemple, par exemple, au début, on a écrit plt.plot, donc on écrit directement plot, sans mentionner le PyPlot. Et pour NumPy, donc j'écris directement array et je passe la structure, la liste des valeurs. Donc au lieu de, par exemple, au lieu d'écrire ça, je vais écrire ça lorsque j'utilise PyLab. Donc l'équivalent sans l'utilisation de PyLab, c'est sans l'importation de PyLab. Donc si j'importe pas PyLab, je dois écrire plt.plot ou np.array. En tous les cas, les deux, c'est juste, mais en tous les cas, pour être plus proche de MATLAB, surtout pour les gens qui déjà maîtrisent MATLAB, donc pour ne pas avoir à changer de façon de coder, donc ils vont directement taper des commandes proches de MATLAB. Le paquet PyPlot fournit l'interface Python classique pour la programmation de la bibliothèque Matplotlib, bien sûr. Donc, c'est la couche script. Il possède son propre espace de nom et nécessite l'importation séparée du paquet NumPy, bien sûr. Donc, si on utilise, on importe PyLab, donc on va utiliser, on n'est pas obligé d'importer NumPy parce que PyLab, il utilise l'espace de nom de PyPlot et
NumPy. Ok? Donc, c'est pour cette raison qu'on peut écrire directement les fonctions sans faire appel au module ou à la bibliothèque PyPlot ou NumPy dans le cas de array. Sinon, si on importe, on utilise PyPlot, on importe, donc on est obligé d'importer NumPy pour utiliser son espace de nom également. Eh bien, cette approche est celle choisie pour cette formation. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va utiliser cette méthode de codage parce que c'est une convention donc, connue entre les développeurs. Donc, elle constitue le sujet principal de ce chapitre et utilisée pour le reste du livre. Donc, cette approche est partagée et approuvée par la plupart des développeurs Python.